Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode des plus grandes fourberies de l'histoire, dans le cadre de cette nouvelle chaîne, la Zone Libre. Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse l'autre, de crise en crise, toujours ramenée dans le présent, bienvenue dans la Zone Libre, où nous pourrons prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle, confinant à la dystopie, pour le pire, un constat, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les plus grandes fourberies de l'histoire, vont nous parler des Templiers face à la raison d'État. Monsieur, je vous laisse parler. Bonsoir. Alors, pourquoi j'ai choisi le procès des Templiers? Bon, déjà parce que c'est de la même façon que je vais choisir si je fais d'autres numéros, c'est que ça a été considéré comme c'est pas moi qui dis que que ça a été fourbe. Moi, contemporain, je ne vais pas aller juger les hommes du passé sur mes critères, c'est que ça a été ressenti quand même comme étant une activité, quelque chose de choquant. Donc c'est un peu le critère en fait pour que je sélectionne un fait historique pour l'intégrer dans l'émission. Et j'en profite parce que c'est un cas c'est une affaire assez connue qui a fait entrer les Templiers dans la mémoire collective et dans la culture populaire, pour le meilleur et pour le pire, mais ça parle à tout le monde, donc ça va me permettre de mettre en place cette émission. Alors, le contexte général de l'affaire, c'est le début du XIVe siècle, qui est une période où un certain Moyen Âge s'achève. La partie centrale du Moyen Âge, qui a commencé avec l'âge roman et l'âge gothique, qui a vu les croisades, qui a vu un certain équilibre entre les monarchies et les pouvoirs féodaux, avec les grands papes, la réforme grégorienne, et bien entendu les ordres religieux qui sont nés dans la foulée de la conquête de Jérusalem suite à la première croisade, et dont les Templiers sont le premier et le plus puissant et le plus emblématique. Eh bien, en ce début du XIVe siècle, les choses changent. Ça fait une quinzaine d'années que les États latins ont été définitivement rayés de la Terre Sainte par la chute de Saint Jean d'Acre en 1291. Dans leur lutte contre l'Empire, les papes ont abattu le pouvoir des empereurs. Mais malheureusement pour eux, leurs prétentions théocratiques n'ont pas survécu très longtemps à leur victoire, car le pouvoir des monarchies, des grandes monarchies, dont je ne dirais pas qu'elles sont à caractère national, ce serait un peu anticipé, mais dont ce caractère s'affirme, n'ont cessé de renforcer leur pouvoir. Et en premier lieu, la plus puissante et la plus grande de toutes, la monarchie capétienne. Le dernier pape à avoir essayé d'imposer ses vues à un souverain, ça a été Boniface VIII face à Philippe le Bel. Ça s'est assez mal fini pour lui. Et même si les méthodes de Philippe le Bel n'ont pas fait que des heureux, elles ont quand même, on est tous dire que la papauté en est sortie durablement affaiblie. Justement, on devrait normalement en parler au cours de cette émission. Vu qu'on y arrive, est-ce que vous pourriez nous présenter les divers acteurs justement de cette affaire? Alors, je ne vais pas en faire la liste exhaustive. J'ai les aux trois grands, qui sont un peu
surtout les deux premiers. Donc Philippe le Bel est roi de France depuis petit-fils de Saint-Louis et fils de Philippe III le Hardi, roi de France depuis 1285 et sans conteste le monarque le plus puissant d'Europe chrétienne. Il est à l'initiative de l'affaire. Sorti vainqueur de son bras de fer avec Boniface VIII, où il a quand même déclaré hérétique un pape, du jamais vu, avec le soutien de son propre du clergé français, de la hiérarchie catholique française. Donc ça aussi, c'est pas non plus du jamais vu. C'est le début du gallicanisme, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, c'est un marqueur important. Il y a une affaire qui est dans l'affaire de son affrontement à Boniface VIII, c'est l'attentat d'Anagni, où les représentants du roi, et notamment Guillaume de Nogaret, accompagné d'ennemis italiens de Boniface VIII, qui, en plus d'être pape, était un aristocrate romain, et donc qui, par définition, a donc des ennemis à Rome, qui est une ville très dangereuse et très anarchique, entre les Colonna et les Orsini et d'autres familles. Ils se sont rendus à Anagni dans sa résidence papale pour, on ne sait pas trop si c'était pour l'enlever, lui signifier qu'il a une convocation ou quelque chose, mais ça s'est assez mal passé. Mais simple fait qu'elle ait eu lieu est en soi choquant. Boniface VIII, qui était un homme très âgé, meurt un mois après. Et, et les retombées de cet attentat d'Anagni sont encore en cours de négociation entre Philippe le Bel et l'actuel pape, Clément V. Clément V n'est pas le successeur direct de Boniface. Il y a eu un pape appelé Benoît XI qui n'a duré qu'un an, donc on le passera sous silence. Clément V est archevêque de Bordeaux, est élu pape en 1305. C'est donc un pape de culture française et qui est en fait qui a été sujet du roi d'Angleterre. Donc ce n'est pas un Italien, comme c'est pourtant plus souvent le cas. Il est dans une position délicate parce qu'il doit négocier les retombées de l'attentat, c'est-à-dire faut absoudre non pas Philippe le Bel, qui a déjà été absous par Benoît XI, mais les protagonistes de l'attentat, notamment et surtout Guillaume de Nogaret, qui est depuis en 1306 devient garde des sceaux de Philippe, donc un personnage de premier plan. Donc Clément V a une particularité, c'est qu'il ne s'installe pas à Rome. Rien ne l'y oblige. Les cours, la cour papale peut être tout à fait itinérante. Ça n'est pas un problème. Mais il ne va pas venir à Rome, autant par goût que par souci de sa sécurité, parce que la ville est en proie à une véritable anarchie. Et cette négociation est d'autant plus importante parce que non seulement Philippe le Bel veut faire absoudre les protagonistes de l'attentat, mais en plus, il n'a pas renoncé officiellement à faire condamner Boniface à titre posthume pour hérésie. Il a la dent dure, on va Donc, dire. autant dire. Non, donc en fait, on peut pas dire que l'affaire des Templiers arrange les affaires de Clément V, qui est déjà en plus d'une santé fragile. Donc c'est un pape faible. L'initiative que va prendre Philippe est en violation totale de ses prérogatives. Les Templiers ne sont pas censés être jugés par autre personne d'autre que le pape. C'est leur privilège, parce que normalement le pape a pour prérogative de juger les membres de l'Église, mais en plus les Templiers avaient des exemptions vis-à-vis même de la hiérarchie ecclésiastique et était en ligne directe avec le pape. Donc le grand maître de l'ordre des Templiers est Directement un sujet du pape. est directement subordonné au pape. Donc c'est
C'est un coup terrible porté à ses prérogatives et il va essayer de les faire respecter et de sauver et de sauver l'essentiel à ses yeux, c'est-à-dire son autorité. L'ordre du Temple et la personne de son dernier grand maître, Jacques de Molay, a été fondé en 1120 au Concile de Naplouse, en Terre Sainte. Il y aura eu plusieurs étapes après que je vais vous passer sur son officialisation, son organisation, mais après presque 200 ans d'existence, c'est probablement l'ordre militaire religieux le plus puissant, le plus ancien, le plus emblématique, et ils sont absolument partout. Il y a des commanderies sur le seul territoire du Royaume de France, il y a des centaines de commanderies. Je ne peux pas vous en donner parce que je n'ai pas trouvé le nombre de commanderies qu'il y a en France. Je ne suis même pas sûr que ce soit connaissable, vu que beaucoup après ont tout simplement disparu, ont été réutilisés de façon différente. Donc, de ce qu'on en sait, c'est de l'ordre de plusieurs centaines. C'est ce qui explique qu'ils soient extrêmement riches, en plus de nombreux privilèges qui les rendent totalement autonomes financièrement, hiérarchiquement, juridiquement. Et au Moyen Âge, toutes ces notions sont liées, notamment avec la structure de la seigneurie, qui est à fois qui mélange prérogatives juridiques, financières, etc., et foncières, et propriétés foncières. Et tout ça leur donne, sur long terme, en plus avec les dons qui se sont accumulés au fil du temps, une grande force de frappe financière qui font d'eux un véritable réseau bancaire qui leur permet aussi d'entretenir une armée permanente, ce qui est assez remarquable, puisque même le roi de France n'a pas d'armée permanente. L'armée permanente, ça n'existe pas en fait. La première armée permanente, ce sera Charles VII à la fin de la guerre de 100 ans. Donc et ce qui explique aussi leurs besoins, parce que ça coûte extrêmement cher d'entretenir une armée permanente. On estime qu'il y a à peu près 1500 chevaliers et en dessous 10 fois plus de membres non chevaliers de l'ordre. Donc Ça fait c'est beaucoup moins de considérable. guerriers. Ils sont. Non, oui, seulement 1500, mais éparpillés dans toute Toute la chrétienté. dans toute la chrétienté. Une armée en réalité, ils n'ont jamais en garnison, ils n'ont jamais été plus que quelques dizaines, et sur le champ de bataille, le maximum c'était à peu près ça se compte en centaines. Hein. Mais derrière, il y a des auxiliaires, il y a des mercenaires, etc. Mais c'est quand même cette permanence est l'aspect le plus important, parce que et ça c'est inédit. Leur puissance, comment ils ont pu devenir un réseau bancaire, c'est tout simplement que simplement organiser la logistique nécessaire pour organiser les croisades, pour escorter les pèlerins, pour simplement faire fonctionner et projeter une puissance de l'autre côté de la Méditerranée, c'est quand même l'autre bout du monde, pas loin d'être l'autre bout du monde pour l'époque, demande quand même d'énormes moyens. Et pour que ces moyens soient mis en place, ils ont repris un certain nombre de techniques, notamment la lettre de change, des billets à or, des effets de commerce, enfin du papier monétaire, pas strictement des billets de monnaie comme nous on les connaît, ça non, mais des papiers qui sont suffisamment solides, un peu à l'image de ce que font les marchands italiens, à l'image de ce que font les marchands musulmans aussi, qui permettent de se déplacer d'un point à l'autre à menu de ces papiers. Vous faites une dépense à votre lieu de départ, à votre lieu d'arrivée, vous remettez ce papier et vous êtes remboursé. Mais ils ne font pas de l'usure tout de même. Donc
Non, ils font pas d'usure. Il y a un change qui est à peu près inévitable en fait. Il y a un intérêt qui est à peu près inévitable, c'est quand vous changez la monnaie, parce que comme les monnaies sont complètement hétéroclites et qu'elles peuvent être de valeurs différentes. Bon, on va dire que si vous gardez, refourguez les monnaies les plus usées et vous gardez les neuves, personne ne va vous en empêcher. Tout le monde fait ça. Ça, c'est admis. Ce qu'il ne faut pas, c'est il y ait de l'argent qui rapporte de l'argent. Ça, c'est interdit. Mais la lettre de change, normalement, ne le permet pas. Mais ce sera toujours évidemment un soupçon. L'ordre en soi est toujours soupçonné, déjà parce il avait des critiques déjà sur le fait de mélanger à l'origine vocation militaire et vocation monastique. Ouais, parce que Donc ça, concilier le christianisme, tu ne tueras point avec justement le concept de bah, guerrier, c'est compliqué. C'était déjà ça n'allait pas de soi, mais d'ailleurs il y a eu des controverses à la création des ordres militaires. Mais quand votre sponsor c'est Bernard de Clairvaux à l'époque, donc le plus grand intellectuel chrétien de Tunisien. son temps, non non cistercien justement. Ah oui. Et en fait ça passe. Mais n'empêche que ces critiques de fond ne sont pas nulles, et surtout elles disent c'est déjà difficile de garder la discipline d'un ordre monastique normal. Alors des hommes qui sont à la fois moines et soldats, comment faire qu'ils arrivent à maintenir leur idéal de perfection? Donc il y a forcément des brebis galeuses. D'ailleurs, il y a des procédures assez sévères. Quiconque enfreint la règle peut être jeté dehors du jour au lendemain. Donc il y a tout ordre demande de temps en temps que quelqu'un fasse une réforme, fasse le ménage. C'est proverbial. Le gros problème de l'ordre, en fait, c'est que c'est la situation c'est son bilan militaire. Depuis la chute de Saint-Jean d'Acre, bon, il y a eu une micro-tentative en s'alliant avec les Mongols pour prendre les Mamelouks arvers, mais ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas du tout marché. Qui est postérieur à Saint-Jean d'Acre de 1291. Mais il y a des projets qui sont constamment mis en place, etc. Mais l'idée, c'est que sur le long terme, ça n'a été que des fêtes. Ce qui a le mieux marché en fait dans les croisades postérieures La depuis chute les de la Terre victoires, Sainte. voilà, ça a été des opérations menées par des rois qui étaient des opérations assez comme celle De de Saint-Louis. Frédéric II. Non, de Frédéric II, parce que Saint-Louis justement ça a été des échecs Ah, il a échoué, oui. Mais terribles, mais ça a été des coups euh, d'éclat. ça a été des coups d'éclat. En fait, c'est le gros problème, c'est de la croisade militaire, du pèlerinage armé, c'est que c'est un pèlerinage armé, donc l'important c'est de le faire. C'est pas de le réussir. Si vous réussissez, c'est tant mieux, mais si vous l'avez fait, c'est déjà très bien. Et vous avez des professionnels dont le but est la conquête et la défense et si possible la reconquête des lieux saints, donc qui sont dans le concret. Cette contradiction est terrible. Globalement, les croisades sont un échec militaire, géopolitique, etc. Diplomatique, ça ne pouvait pas marcher. Dites-vous bien, comment la France du 19e siècle, industrialisée avec sa flotte, etc., le mal qu'elle a eu à conquérir l'actuel nord de l'Algérie, ça a pris des décennies, ça a été la croix à la bannière, c'était un cauchemar absolu. Bon, vous imaginez que des hommes au Moyen Âge arriveraient à s'emparer durablement de la Terre Sainte sans avoir le moindre avantage technologique par rapport à leurs adversaires? Complexe. Non, c'est voilà. Il reste une chose, ce qui explique que les États latins ont pu durer assez longtemps malgré leur situation stratégique très défavorable, c'est que les chrétiens, enfin, et surtout les cités italiennes, ont pris le contrôle de la Méditerranée. Les chrétiens dominent la mer, ce qui n'était pas le cas au Moyen Âge. Oui. C'est-à-dire
Voilà, ça c'est une nouveauté, ça va faire les grandes heures des républiques marchandes italiennes. C'est un legs qui va perdurer et qui ne sera contesté, cette domination, qu'à l'émergence des Ottomans, c'est-à-dire beaucoup plus tard, où mais avant ça, les chrétiens dominent l'océan, donc ce qui permet encore de tenir à Chypre, de s'emparer plus tard, les Hospitaliers s'empareront de Rome, etc., Rhodes. etc. Rhodes, ouais, de Rhodes. Ça va rester. Par contre, prendre pied en Terre Sainte, c'est quasiment impossible. En face, vous avez quand même les Bah, les Mamelouks sont Mamelouks. unifiés, c'est ça le Euh, problème. Ça a marché parce que l'islam était oui, divisé. voilà. Voilà, c'est ça, ça a marché parce que, bah, en fait, allez, en petite digression, allez, hop. À la première croisade, quand déjà, premièrement, il y a la nouveauté, personne ne les a vus venir, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Deuxièmement, il y avait le soutien intéressé, certes, et conditionnel, mais le soutien quand même de l'Empire byzantin qui était encore une grande puissance. Et surtout, il y avait le monde musulman était en plein chaos. Les Turcs venaient de débarquer, ils étaient très anarchiques. Ils avaient leur propre version de l'anarchie féodale, c'est-à-dire que techniquement, il y a des sultans qui pouvaient donner des mots d'ordre, mais en fait, les émirs faisaient ce qu'ils voulaient et leur service était temporaire, un peu comme le service de l'ost féodal. Le califat abbasside était en pleine déliquescence. Les Fatimides, étaient chiites, donc en fait, qui contrôlaient l'Égypte étaient chiites. Donc en fait, l'entente entre eux et les sunnites était quand même plus que compliquée. Quand d'abord Nour al-Din puis Saladin, qui a fondé sa propre dynastie, les Ayyoubides, ont unifié l'Égypte et la Syrie, c'était fichu. Et puis, pour tout un tas de raisons. Ensuite, les Ayyoubides ont été renversés par les Mamelouks, qui formaient le noyau, l'élite de leur armée, qui ont pris le pouvoir et qui vont le garder jusqu'à la conquête de l'Égypte par les Ottomans. Et à partir de là, c'est imprenable. Il aurait fallu, je ne sais pas moi, une union totale des chrétiens latins avec un commandement unifié. Bon, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est totalement hors de moyens. Mais le problème, c'est que l'ordre, je retourne quand même à la situation qui nous intéresse. L'ordre est à la fois très puissant et en situation d'échec. Et surtout, l'ordre du Temple a une particularité par rapport notamment à son principal concurrent, qui est un ordre hospitalier. Donc, à l'origine, un ordre hospitalier qui s'est militarisé, mais qui a tout en conservant cette double vocation. La vocation du Temple et de l'ordre du Temple est complète, est à 100% militaire. Donc, ce qui rend la question de son maintien en l'état d'autant plus problématique. C'est un sujet. Il y a des projets de fusion, il y a des projets comme ça qui sont de réforme, qui sont dans l'air. La question, au XIVe siècle, la question du maintien du temple se pose, de l'ordre du temple se pose. Justement, maintenant que le décor est bien planté, peut-être qu'on peut passer à comment se sont déroulés ces fameux événements qui ont mené à la fin de l'ordre du Temple et à ces événements qu'on connaît bien, du moins en surface. Eh bien que Jacques de Molay ait entendu parler de rumeurs, de preuves, récoltées par Philippe IV qui irait au détriment de l'ordre, etc. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment eu d'avertissement. D'un coup, au vendredi 13 octobre, un vendredi 13, arrestation de la plupart des Templiers présents dans les commanderies sur le sol du territoire de France. Saisie de tous les biens des Templiers. Je sais pas si vous avez vu la carte qui montre la carte des commanderies. Alors, tous ces lieux ont été investis par les hommes du roi le même jour. Je ne sais pas si vous représentez une opération qui a été préparée un mois en avance,
on a retrouvé le message a été rédigé le 14 et diffusé pour procéder à la saisie de tous les biens immobiliers et immobiliers des Templiers et à l'arrestation massive en une journée. C'est colossal. C'est une démonstration de force absolument inouïe. Donc, Une belle opération de police. colossal même. Moi, je rêverais d'avoir un historien qui m'explique comment réussir un tour de force pareil à cette époque-là. Le 24 octobre, Jacques de Molay avoue. Donc il avoue un chef d'activation sur les 5, c'est-à-dire d'avoir craché, renié le Christ, etc. Les autres, c'est sodomie, baiser, pacte démoniaque, adoration d'une idole, etc. C'est des accusations assez standards, si vous voulez, dans les procès de sorcellerie. Tout le monde y a ça, c'est des choses qui reviennent très rapidement. C'est pas follement original comme type d'accusation. Alors ils ont avoué sous la torture. Ah oui, ils ont été torturés. Sinon, procédure standard. Il y en a plusieurs dizaines qui laissent la peau. C'est assez rigolo, hein, les procédures. L'estrapade, par exemple, c'est un saut à l'élastique sans élastique. On vous accroche les épaules. Il y a ça à un moment dans l'exécution, dans Braveheart, où vous attrapez Mel Gibson par l'épaule et ils le font tomber d'en haut et crac, et ça, normalement, ça te déboîte les 2 épaules ou ça t'arrache les bras, ça dépend. Si ça, donc il y a aussi le chevalet où tu es lentement écartelé, le fer, le supplice de l'eau, bref, les grands classiques. Donc là-dessus, il y a eu pas mal d'aveux, à peu près 128 confessions obtenues assez rapidement, parce que face à ce genre de sévices, vous craquez assez rapidement. Ou alors sinon, vous pouvez toujours essayer chez vous. Hein. Non, je plaisante, ne le faites pas. S'ensuit que cette arrestation a eu sur le drapeau de France, mais l'ordre est international. Philippe IV va tenter de convaincre ses pairs, rois d'Aragon, de Castille, de Portugal, d'Angleterre, d'Écosse et des principautés allemandes, etc., du bien fondé de sa démarche et de la véracité des preuves et des aveux qu'il a obtenus, sans grand succès. Par contre, le 22 novembre, Clément V fulmine, alors le mot du jour, fulminer pour vous c'est tempêter et machin, mais si vous ne le savez pas, à l'origine c'est fulminer, c'est un dignitaire religieux, donc en l'occurrence le pape, qui publie un texte à vocation exécutoire. Donc la bulle est fulminée, on fulmine une bulle. La bulle en question, Pastoralis Praeminentiae, ordonne les arrestations dans toute la chrétienté. Donc, parce que lui a une autorité extra internationale. Là, on peut se poser la question pourquoi Clément plie, mis à part le fait qu'il n'est pas vraiment en position de force par rapport à Philippe le Bel, comme on l'a expliqué. C'est peut-être pas uniquement qu'un aveu de faiblesse, c'est aussi une volonté de reprendre la main. C'est-à-dire qu'en créant une arrestation à travers toute l'Europe, il essaye de noyer la procédure royale française dans la procédure internationale papale. Le 24 décembre, mis en présence devant les cardinaux envoyés par le pape, Jacques de Molay revient sur ses aveux. Ça aussi, c'est important. On va y revenir parce que Et il est donc relapse avec ça. Oui, ça c'est très dangereux. Alors relapse, c'est quand vous retombez dans le péché.
c'est condamnation à mort. Là, c'est Buchet là tout de suite. Donc c'est très très risqué de revenir avouer. C'est plus risqué de revenir sur ses aveux que d'avouer, en fait, dans cette affaire. Ça n'a absolument aucun sens dans pour nous, mais pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous êtes relapse, c'est-à-dire que si vous avez menti à l'inquisiteur, c'est pas bien ça, enfin. C'est pas parce qu'on vous démonte les deux épaules simultanément que vous devez commencer à raconter des cracks. Merde alors, enfin, on est là. Ce qui s'est passé dans cette année, c'est que il y a une démonstration de force absolument inouïe de Philippe le Bel. Violation totale des privilèges des Templiers et des prérogatives des papales. Là, on avait vu que dans sa confrontation avec Boniface, que à l'intérieur de son royaume, il ne tolérait aucune ingérence. Là, il pousse la logique extrêmement loin quand même. Les aveux sont obtenus et ces aveux du grand maître, même s'ils sont partiels, sont obtenus. Ils sont très importants parce que par définition, ils jettent le discrédit sur l'ordre tout entier. C'est la réputation de l'ordre en fait qui est attaquée. Ce qui est d'autant plus important. Déjà, pour la réputation, c'est important, mais pour un ordre religieux, en fait, qui a un idéal de perfection, le soupçon, c'est déjà trop, en fait. Donc là, il a déjà fait il a quasiment obtenu ce qu'il voulait, on va dire. Mais pourtant, ça va prendre beaucoup plus de temps, parce que d'une part, comme il n'a pas réussi à convaincre ses pairs de le, de le suivre, et il a eu besoin que Clément V reprenne la main. Ça, c'est un. Et ça va expliquer la suite de l'affaire. Donc, en 1308, en toute logique, Clément V, dès février, suspend l'action des inquisiteurs dans l'affaire des Templiers. Hop, 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 on se calme et on reprend l'affaire. Mais qu'est-ce qui se passe de son côté? Philippe, en mai, il y a la réunion des États généraux qu'il avait convoqués 2 mois auparavant. Ces États généraux qui ont lieu à Tours, je crois que c'est un des premiers rois à l'avoir fait, en fait, de façon aussi complète. Donc c'est là que les États généraux vont prendre leur forme telle qu'on la connaît et ils seront jusqu'aux derniers États généraux de 1789. Ces États généraux vont être l'occasion à Philippe le Bel de faire une formidable opération de communication où ils vont, par le biais des représentants des États généraux, qui vont être informés de l'affaire et recevoir les éléments de langage, comme on dit, de répandre l'affaire dans tout le royaume et d'imposer sa version des faits. Donc, pour un roi qui n'était pas spécialement populaire, il a réussi à quand même faire une formidable opération de communication. C'est aussi une énorme démonstration de force. Donc, il a tout le royaume derrière lui. Ce que va faire en été, c'est que Clément V va se remettre à fulminer pour lancer la procédure papale. Il y a une double procédure, celle dont on va beaucoup entendre parler, principalement, c'est celle et sur laquelle les historiens peuvent travailler, c'est celle de l'ordre, ce qui est sur l'ordre, et donc on va entendre les dignitaires. C'est une commission apostolique, donc avec des cardinaux, et qui est directement sous son contrôle. Les Templiers individuellement, tous les Templiers, ça va être fait à l'échelle des diocèses. Ce sont des commissions diocésaines. Là-dessus, on a assez peu de documents, parce que là, il y aurait beaucoup de choses se sont perdues, mais dans le détail, cette double procédure va prendre va prendre énormément de temps, ce qui va beaucoup évidemment ralentir le procès. Vous avez à voir aussi la décision de convoquer le concile à Vienne. Alors Vienne, non, pas en Autriche, Vienne dans l'Isère.
très belle ville d'ailleurs. C'est un peu moins Une classe. ville mais très, non, mais c'est très joli, Vienne. Sur l'époque, c'était une grande ville médiévale. C'est aussi une ville qui se trouve sur la rive est, donc à la confluence du Rhône et de l'Isère. Elle se trouve sur la rive est, donc en terre d'empire. Donc, s'il y a une tentative de Clément V de s'abstraire un peu de la pression royale, on va voir que ça va pas vraiment marcher. Mais c'est normal, c'est une ville importante qui se trouve du Moyen Âge. Peut-être même plus importante que Lyon, en fait, si on reste dans la vallée du Rhône. Donc, tout cela nous amène à donc l'affaire passe nominalement sous le contrôle du pape, ce qui va ralentir le rythme. Mais la pression qu'il subit de Philippe est extrêmement forte. Il faut aussi savoir qu'ils se rencontrent, lui et Philippe. Mais quand Philippe va quelque part, Philippe se déplace avec une grosse armée. Bah oui, il est roi de France. Il va pas y aller sur une petite charrette. Donc, il y a très clairement le rapport de force continue de s'exprimer ainsi. En 1309, justement, on va passer assez rapidement. Appelons quand même que Clément V s'installe à Avignon. À Avignon, c'était pas censé forcément être un siège permanent, mais ça va le devenir. Mais il faut savoir, si vous voulez vous rappeler de quand date la période avignonnaise de la papauté, ça commence en 1309. C'est aussi une ville qui se trouve sur la rive est, hein, en terre d'empire. D'ailleurs, le comtat vénessin ne sera annexé que pendant la période révolutionnaire par la France. En 1310, il se passe que c'est là où ça bascule vraiment. Il se trouve que, voilà, je vais résumer un peu plus librement, comme la procédure papale se met en place, qui ne sont plus entre les mains de la justice, pour l'instant de la justice royale, les Templiers reprennent confiance et tentent de se défendre. Et parmi eux, il y en a qui sont capables de se défendre devant des juristes et qui connaissent suffisamment le droit. À un moment, il y en a eu plus de 600 qui se sont déclarés prêts à se défendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le 12 mai, 54 d'entre eux sont exécutés par le feu par la justice royale près de Paris. Ah bah Morale, oui, ne pas se défendre en procès. c'est bien, bah, ils sont relapses. C'est pas bien d'être relapse, donc ils ont brûlé. Faut pas Donc en mentir. fait, autant dire que les vocations pour se défendre, en fait, le message est très clair. Vous pouvez défendre votre honneur ou sauver votre peau, mais vous pouvez pas faire les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Ça c'est les 54 d'un coup, ça c'était pour marquer le coup, mais il y en a eu quelques-uns de temps en temps. Il y a eu des bûches un peu partout. On ne sait pas exactement combien. On peut dire que là, la commission apostolique a arrêté a, euh, là, il était très clairement fait savoir par Philippe le Bel qu'il était grand temps d'accélérer le rythme. Donc là, la résistance, on va dire, de l'ordre sur le terrain juridique cesse complètement. Ah bah oui, donc quand même. En 1311, donc, la, en 1311, l'ouverture du concile à Vienne, donc le concile de Vienne. C'est sur, on va arrêter là. En 1312, c'est donc Philippe le Bel qui arrive à Vienne avec ses fils et sa grosse armée. Histoire de, oui, pareil, hein, on va pas venir tout seul, il va pas venir en bus. Là, le 22 mars, là, le concile en fait avait pour vocation de se voir exposer les conclusions de la commission apostolique et donc de statuer sur l'affaire. Clément V se heurte à une certaine résistance, alors il a Philippe le Bel littéralement sur le dos.
Et là, en fait, il fulmine la bulle Vox in Excelsior en le 22 mars, qui est ni plus ni moins la dissolution de l'ordre. Dissolution comme l'autre là dissout des associations quoi. C'est une voilà ce n'est pas une condamnation. On dissout l'ordre plutôt que de devoir tordre le bras à toute la. En fait, s'il l'aura tordu parce que s'il s'exprime, en fait, il les excommunie. Donc c'est vraiment on achève le truc salement parce qu'on ne sait plus quoi faire autrement et on met fin on met fin à l'affaire qui n'en finit pas. S'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de problème. Alors ensuite, il y aura d'autres bulles. Une qui va attribuer les biens des Templiers aux hospitaliers, à des exceptions près, parce qu'en péninsule ibérique, soit les rois mettent directement la main dessus, soit ils créent un ordre local. Mais bon, ça c'est une exception. Mais l'idée, c'est que ce sont les hospitaliers qui vont recevoir les biens des Templiers. En tout cas, pas tous, hein, mais ça va être pour les Templiers, ça va être la grande affaire du XIVe siècle. Hein. Ça va récupérer dans le détail tous les biens des Templiers. Va y avoir, ça va être long parce qu'ils vont devoir négocier avec tous les pouvoirs temporels de toute l'Europe, un par un, chacun séparément. Et enfin, le 6 mai, Clément fulmine une dernière fois sur le qui s'appelle Considerantes Dudum, décision sur le sort des Templiers. Les innocentés et ceux qui ont avoué, donc il y a des innocentés, auront un traitement clément, c'est-à-dire qu'en gros ils sont autorisés à vivre sur les anciennes possessions de l'ordre, ils seront pensionnés et ils peuvent continuer, retourner à la vie laïque ou rester dans une vie religieuse, etc. C'est parce qu'on, ça s'explique parce que c'est au niveau européen, donc dans certains pays comme l'Angleterre ou les principautés allemandes, par exemple, comme on n'était pas très très convaincu des arguments de Philippe le Bel, ça a été et qu'ils ont leur propre tradition judiciaire, notamment en Angleterre, l'habeas corpus ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas de tradition inquisitoriale et on a un usage de la torture qui est assez beaucoup plus restreint. Donc, en fait, des Templiers, ils n'ont pas tous fini au barbecue. Non, ils ont quand même beaucoup ont tout simplement été après avoir avoué, ou avoir été innocentés, ils ont pu se retirer. Ils ont pu se retirer. Par contre, seront exécutés ceux qui continuent de nier ou ceux qui se sont rétractés. Le pape renvoie plus tard le sort des principaux dignitaires, donc bien évidemment Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, qui était le grand visiteur de France. En 1313, les hospitaliers vont payer à Philippe le Bel une indemnité de 200 000 livres tournois pour récupérer les biens Ce de qui veut l'ordre. dire une petite indication en poids d'or ou en valeur aujourd'hui. C'est Alors à peu près la quoi? livre le tournoi c'est un poids d'argent. Alors je sais pas, j'ai pas su exactement ce que ça faisait sous Philippe le Bel parce que justement ça a beaucoup varié puisqu'il a fait des métiers sur Béter. Mais sous Saint-Louis, c'est pas si loin que ça. La réforme c'était 80,8 grammes d'argent la livre tournoi. Donc à vos calculettes et vous allez voir que ça fait quand même un beau paquet d'argent. Alors les modalités de paiement, on sait pas comment, on sait pas comment, hein, parce que forcément il y a des problèmes pratiques avec l'acheminement du métal précieux qui se posent, mais globalement, si vous cherchez où se trouve le trésor des Templiers, vous pouvez trouver il a fini dans la poche de Philippe le Bel. C'est ça, dans les caisses de Euh, l'État français. ah oui, oui, non, non, vous inquiétez pas. L'idée, c'était pas forcément son idée de départ. Et ouais, mais bon, ça s'est fini comme ça. On va y revenir plus tard. En 1314, le dénouement tragique. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay meurent sur le bûcher après avoir clamé leur innocence. Bon, ils auraient pu donc, s'ils avaient maintenu leurs aveux,
ils auraient pu s'en sortir vivants. Le problème, c'est que le sort qui leur est réservé n'est pas très enviable, contrairement à ceux des simples des membres des autres membres du temple. Ils étaient condamnés, ils étaient promis à la prison à vie en fait. Alors, est-ce qu'elles auraient été appliquées de bout en bout? Mais je ne pense pas que Clément V aurait pu faire tellement mieux, parce que s'il les avait laissés sortir, je ne pense pas que ça aurait plu à Philippe le Bel. Et ce qu'on peut retenir de l'affaire, ce que Philippe le Bel veut, Philippe le Bel l'obtient, enfin, sur le territoire du royaume de France. Et même un peu au-dessus, parce que Anagni, c'était dans le Latium. Donc en fait, très clairement, bon, là, il faut aussi savoir que c'est le Buchet, c'est, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est pas l'Église, hein, c'est la justice temporelle qui exécute. Et l'exécution n'a pas traîné. Donc ça a été vite fait. Et qu'est-ce que nous voyons de ça, hein? Bah, c'est que il y a la réalité du pouvoir, elle était du côté de Philippe le Bel. C'est ça, finalement, ça a été une course pour savoir qui garderait ou prendrait l'initiative, et finalement, c'est Philippe le Bel qui a réussi à la conserver jusqu'à la fin. Bah, disons que même quand les travaux des commissions sont faits par des ecclésiastes, l'autorité du pape, les hommes du roi ne sont jamais très loin. Donc de toute façon, Et eux, ils ont des épées. non, c'est pas des épées, c'est des hommes c'est des juristes, pas forcément. Mais Allez, c'est oui. que tout simplement, c'est que le rapport de force. Je vais vous mettre aussi rajouter un dernier truc sur le plan chronologique. Vous savez de combien date l'annexion violente, la conquête de Lyon par le royaume de France? Oh, c'est à l'époque de Philippe le Bel, mais quelle année 1300, précise? 1310. C'est-à-dire que Ah pendant oui. que l'affaire, lui, il s'empare d'une ville d'empire. Ok, parce que Lyon était une ville d'empire, et en 1312, il signe un traité, en tout cas avec qui officialise le tout. Donc, il faut Lyon savoir n'a pas aussi. été vendu. Non, non, elle a été annexée violemment. C'est le Dauphiné qui a été vendu. Ah oui, mais ça, c'est plus tard. Ouais. Ce qui est très rigolo, c'est que Vienne se trouve dans le Dauphiné, qu'en fait, elle est restée, elle, indépendante beaucoup plus longtemps que le reste du Dauphiné. Bon, enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Mais l'idée, c'est que c'est pour vous planter l'ambiance. Il y a un pouvoir qui s'affirme, et pendant que le procès se tient, les affaires continuent. Donc, on est très loin du cas de figure. Autant face aux empereurs, les papes ont toujours trouvé des alliés, notamment au sein même du Saint-Empire, ou dans la sphère française pour contrer les empereurs. Autant là, personne ne va aider Philippe Clément V ou les Templiers face à Philippe le Bel, ne serait-ce que parce que sur le fond, il lui donne pas tort. Il est chez lui, s'il a décidé que les Templiers ne sont plus les bienvenus, bon bah, qu'est-ce que vous allez y faire? Mais au final, du coup, pourquoi est-ce que Philippe le Bel a fait tout ça? Ah, bah, comme il ne dépend, il n'a pas laissé de journal intime où il disait cher journal, non, on ne peut que être réduit à des hypothèses. Mais en fait, il y a des hypothèses qui sont plus ou moins solides. Le motif traditionnel, on va commencer par lui, qui est resté dans la culture populaire, c'est qu'il voulait la main sur le magot, liquider ses créanciers. C'est bien possible, mais les historiens y croient moins, parce que d'une part, les finances du royaume ne sont pas si mauvaises. Les réformes, euh, les réformes financières sont passées. Difficilement, mais elles sont passées. Ouais, les mutations Euh, monétaires ont quand même fait mal, hein. euh, Surtout la... l'économie. Oui, mais pas à lui. Ouais, c'est les petites gens qui souffrent, mais pas l'État. Ou à la bourgeoisie, ou la bourgeoisie financière. Mais la guerre, il y a eu une guerre assez complexe Dans les Flandres. dans les Flandres, et une guerre aussi entre la Guyenne, où la Guyenne a été conquise, mais pour être aussitôt rendue. Donc tout ça a coûté de l'argent, mais tout ça, c'est déjà loin en fait. Il y a très peu d'activités militaires à l'époque du royaume, donc ça va. Et surtout, pour ce qui est de faire entrer de l'argent, faut savoir que c'est en 1306
que date l'expulsion des Juifs du royaume. Et a saisi Et tous ils leurs ont biens, évidemment. et elle saisit de tous leurs biens, parce qu'en fait, comme ils n'avaient pas le droit d'avoir des biens, ils avaient des biens en titre viager, donc ils n'avaient pas le droit de les léguer. Et à qui, donc à la mort, ça revenait à leur seigneur. Et le seigneur, pour les Juifs, c'était le roi de France. Donc, Ok. forcément, s'ils s'en vont, tout est pour lui. Donc, forcément, les problèmes d'argent. Bon, l'argent est en plus toujours parler du chercher le trésor, mais évidemment qu'ils cherchent le trésor, évidemment qu'ils veulent de l'argent. Le trésor, pardon, mot interdit. Mais c'est bien sûr que l'argent est toujours présent, parce que sans argent, tu ne fais rien. Donc, il faut aussi savoir que si les biens étaient à ce point sa motivation, il n'aurait pas rendu les biens de l'ordre. Il aurait pu créer négocier dur et bon, là, ça aurait peut-être été un peu trop, mais créer un ordre totalement à sa main, avec un membre de sa famille à la tête de l'ordre. Et non, il a rendu les biens aux hospices. C'était d'ailleurs plus le projet. Dans les projets de réforme de l'ordre des Templiers, c'était un peu son ambition. Là, en fait, il s'est juste contenté d'une gigantesque indemnité. Il a rendu les biens, en tout cas une grande partie des biens de l'ordre, enfin, il les a rétrocédés aux hospitaliers. Donc, c'est pas forcément. Oui, ça joue forcément, ça joue toujours l'argent, forcément. Donc, quand on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. Donc, il y a eu aussi les projets de réforme. Faut savoir que Philippe le Bel raisonne comme tous les princes de son temps en logique dynastique, et faire un ordre contrôlé par des Capétiens, ça a été un projet. C'était le projet aussi de fusionner les Templiers et les Hospitaliers. Jacques de Molay s'est opposé, écrit à l'appui sur ce projet de fusion. Donc, il est possible qu'il l'ait contrarié. Mais il faut quand même savoir que Jacques de Molay, au risque de surprendre, est le parrain de son dernier fils. C'est quelqu'un qui a été autorisé à assister aux funérailles d'une femme membre d'une noble qui est membre de la maison royale, très peu de temps avant son arrestation. Ah, Donc ce n'est pas l'ambiance, quelqu'un. Non, l'ambiance au dîner de famille, c'est pas ouf. Non, mais pas au dîner de famille, mais tu vois, il n'y a pas de grief. C'est pas comme s'il y avait eu une très longue opposition, que Jacques de Molay s'était exprimé sur le conflit avec le pape. Non, il y a rien. Il y a pas de signe avant. Il y a très peu de signes avant-coureurs. Donc c'est pour ça que ça garde son côté mystérieux. Il faut aussi savoir aussi que Philippe le Bel est ce qu'on appelle un dévot. C'est quelqu'un qui est extrêmement austère depuis la mort de la reine, qui s'est pas remarié, donc il est veuf. C'est quelqu'un de très austère, de caractère, de mœurs, etc. Avec une dévotion tout à fait particulière pour son grand-père, Saint Louis, qui est canonisé en 1297. Donc, allez savoir, mais ça, on peut vraiment, c'est une hypothèse gratuite, allez savoir, il est possible qu'il ait cru en partie à ses propres actions, que c'est un peu dans la mentalité de l'époque. Si quelque chose ne marche pas, surtout d'ordre religieux, c'est qu'il y a une impureté, c'est qu'il y a la corruption, c'est il faut réformer. Là, il n'a pas réformé. Le problème, c'est qu'il n'a pas réformé. Il a atomisé. Donc, c'est pas le. Il aurait pu se contenter d'une prise de parole, d'accusation, d'en appeler au pape, etc. Non, il a pris les choses en main et au mépris de à peu près de toutes les règles. Ah, mais il n'est pas le roi de fer pour rien. Ah oui, oui, non, non. C'est surtout que la position de l'ordre, son extraterritorialité, son armée permanente, son machin, et c'est l'emprise territoriale qu'il a sur le royaume de France, son indépendance totale, hors de toute hiérarchie féodale, ecclésiastique. S'ils étaient affiliés inféodés à la hiérarchie régulière du clergé, c'est-à-dire les évêques, les archevêques, ça aurait donné un canal à Philippe le Bel pour contrôler
pour avoir une main sur l'ordre. Mais non, même pas. Ils répondent directement du pape. Or, il a déjà affronté un pape et il a été jusqu'à un pape qu'il a fait accuser d'hérésie et qu'il aurait bien voulu faire condamner pour hérésie. Ce qui prouve quand même donc le problème c'est qu'il faut inverser mon avis, faut inverser en fait. C'est pas qu'il avait des raisons, c'est pas le fait qu'il ait des raisons de s'en prendre à l'ordre, c'est qu'il n'a pas de raison de ne pas le faire. Pourquoi il se priverait? Bah voilà, c'est ça, c'est que du moment, si tu es capable d'arrêter sur un territoire gigantesque, parce que la France de Philippe le Bel, c'est-à-dire où tu ne te dépasses pas plus vite qu'une barque ou qu'un cheval, c'est gigantesque. C'est plus grand que l'Amérique du Nord, si vous voulez, quasiment en termes de le temps d'arrivée, des distances de communication. Donc mais si tu es capable de ça, tu fais tout ce que les pouvoirs font de toute éternité, c'est que tu essaies de pousser, de développer, d'accroître ton pouvoir jusqu'à ce que tu heurtes à un obstacle insurmontable. Et là, on entre dans la négociation et la diplomatie. Mais si tu peux, tu fais. Surtout que ce sont les papes, dans leur lutte contre le Saint-Empire, qui ont ouvert la boîte de Pandore avec les pouvoirs des les monarchies nationales, territoriales, etc. Faut pas dire nationales, qui ont tout simplement pour saper l'autorité des empereurs en disant que les papes, que les rois étaient empereurs dans leur royaume. Bon, et ben lui, il a décidé qu'il serait pas aussi un peu pape dans son royaume. C'est une logique. Il faut savoir aussi un truc. La séparation des pouvoirs. Ah oui, parce que nous les Occidentaux, nous les chrétiens, on a une idée absolument géniale que personne n'a eue. C'est de séparer le temporel, le spirituel, parce que nous, c'est le génie du christianisme, tralala. Non. Les orthodoxes, le pouvoir des religieux, il est totalement afféondé à celui de l'empereur. C'est le césaropapisme. C'est ce qu'on a retrouvé à Byzance, ce qui a été retrouvé le système russe, Le Grand de, Synode. voilà, la séparation du temporel et du spirituel, c'est parce que tout simplement l'Empire s'est cassé la figure en Occident. L'Église s'est retrouvée dans son toute seule face à des pouvoirs temporels balbutiants, donc elle s'est autonomisée. Mais et ensuite, ça a été une joyeuse foire d'empoigne entre deux pouvoirs universaux, les pouvoirs, voilà, plus les monarchies, plus leurs féodaux, plus les villes libres, qui ont quand même joué un rôle qui ont déjà donné du fil beaucoup. Les villes flamandes ont donné énormément de fil à retordre avec la défaite de Courtrai à Philippe le Bel. Bon, Philippe le Bel, quand même, remporte la guerre. On a tendance à l'oublier, mais simplement qu'on se souvienne encore de Courtrai et qu'on oublie qu'il a gagné la guerre. Les éperons d'or. Voilà, c'est ça, ça prouve que ça a quand même fait laisser une marque. Beaucoup plus tôt, pardon, les villes du nord italiennes ont mis en échec Frédéric Barberousse, qui est pourtant entré dans la légende du nationalisme allemand, comme quoi on n'est pas les seuls à aimer les losers magnifiques. Non, mais c'est vrai, quoi. Qui a eu une mort un peu nulle. Oui, il s'est noyé dans une rivière en allant à la troisième croisade, donc du coup il n'y a pas été. C'est comme quoi à quoi ça tient, quoi. Donc tout ça pour dire que tout ça pour dire que dans cette période de Moyen-Âge extrêmement fluide, on arrive à un point suite au XIIIe siècle, suite donc au développement même parce que derrière Philippe le Bel, il y a aussi la Sorbonne, il y a aussi des clergés nationaux qui prennent un caractère national, des théologiens maison, etc., Les juristes. des juristes, qui émergent à cette époque. comme quelqu'un qui est comme Guillaume de Nogaret. Donc face à ça,
les prétentions, l'ordre du temple est en total porte-à-faux. C'est pas comme s'ils ils avaient cassé la baraque et qu'ils avaient maintenu les États latins. Ils ont échoué. Ils n'auraient pas pu faire autrement, je pense. Mais enfin, leur jeter la pierre, ça serait idiot. Mais concrètement, c'est pas le fait que l'ordre a été dissous, c'est la manière dont ça s'est passé qui a marqué les esprits. Mais du coup, si il n'avait pas de réelle raison de le faire, mais qu'il n'avait pas de raison de ne pas le faire, c'est pas réellement une question de raison d'État comme on a pu l'évoquer parfois. Alors moi, je veux bien qu'on dise, et je pense que des gens beaucoup plus érudits que moi et beaucoup plus disent que c'est quand même le début de la raison d'État. Oui, oui, c'est le début de la raison d'État. C'est une étape, mais tout en histoire n'est qu'étape. C'est des processus. Et c'est une étape importante du processus qui va mener à l'État moderne. On peut se dire que s'il n'y avait pas eu la peste noire, les ennuis dynastiques des Capétiens, l'extinction de la lignée directe des Capétiens, etc., et la guerre de Cent Ans, etc., on peut se dire même que la modernité aurait pu progresser beaucoup plus vite. Mais bon, et si ma tante en avait, quoi. Mais voyez le problème, c'est que oui, je veux bien, oui, c'est la raison d'État à condition de ne pas s'imaginer, comme certains aiment le faire, que Philippe le Bel est un affreux moderne qui a débarqué dans un Moyen-Âge idéalisé et qu'il a tout gâché, le salopard, avec ses légistes bourgeois et ses méthodes de basse police, l'infâme. Non, c'est un homme de son temps. Mais comme un certain cardinal et comme un certain roi Soleil en leur temps, il n'invente rien. C'est le sérieux, la méthode et la détermination qui le démarquent. Et l'énergie qu'il met à appliquer, qui sont quand même les idées de son temps. Le renforcement des monarchies, c'est pour toute l'Europe. C'est juste que là, c'est une très grosse monarchie. Donc, et puis c'est notre histoire, donc on s'en souvient davantage. Donc si le roi d'Aragon avait fait arrêter les Templiers sur son territoire pour je ne sais quel prétexte, ça n'aurait pas eu le même impact que si c'est le roi de France. Il suffit de voir une carte de l'Europe pour comprendre tout de suite. De l'époque, c'est un géant la France au Moyen Âge. Donc, son affirmation d'une raison d'État, oui, mais attends, une raison d'État de l'État médiéval. Donc, il y a ses ambitions, il n'a jamais. Ça s'accompagne systématiquement d'une ambition dynastique, et il y a une dimension complètement religieuse. Lui-même est profondément religieux. Donc Guillaume de Nogaret n'est pas un disciple de Machiavel. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Ces gens-là appliquent en fait et mettent en œuvre une pensée, un programme politique qui est celui des Capétiens. Le lien direct avec Dieu, les emprunts à la monarchie davidienne de l'Ancien Testament, avec l'huile sainte, les pouvoirs thaumaturgiques, le droit de regard, toujours un droit de regard sur la nomination des évêques, et effectivement, à force de contrôler ce que démontre l'affaire, la séquence de ce début de XIVe siècle entre le conflit avec Boniface VIII et l'affaire des Templiers, c'est que cette fois-ci, Philippe le Bel contrôle le clergé, contrôle suffisamment le clergé français. Mais c'était Angésine, si tu veux. Ça se voit moins quand c'est Louis VI le Gros qui doit se battre pour mettre de l'ordre dans l'Île-de-France, et pour qui aller à Orléans ou à Saint-Ouen, c'est toute une odyssée. Ça se voit moins, mais tout le programme il y est. C'est-à-dire que là, on arrive au maximum, on arrive à un pic de puissance de la machine capétienne, en fait. On oublie aussi un truc, c'est que il est le premier capétien à se revendiquer comme roi très chrétien. C'est pas le premier à avoir été désigné comme ça, mais ça, c'était plutôt une grâce
accordé par le pape. C'est un compliment, etc. Là, il s'arroge ce titre de façon permanente. Bah, il est descendant de saint, donc pourquoi pas. Voilà, oui, voilà. Donc, comme le dit un historien sur lequel je reviendrai, qui s'appelle Julien Thierry, il est pape en son royaume. C'est un et si ce programme, en fait, capétien, est en contradiction totale et va fracasser le volet politique de la réforme grégorienne, c'est-à-dire celui des grands papes, Grégoire VII, Innocent III, et qui ont eu raison de l'empire, mais qui vont se casser les dents sur les monarchies nationales. Mais du coup, vu qu'on on a un peu vu les raisons et tout ça, et le déroulement du procès, mais est-ce qu'au final, les Templiers, ils étaient réellement coupables, sodomie, sorcellerie, tout ça? Est-ce que c'était vraiment autant que ça des hérétiques ou vraiment c'était juste fallacieux? Alors pendant très longtemps, les historiens avaient tendance à dire qu'il devait y avoir un fond de vérité, ils disaient qu'il devait y avoir un noyau pourri et des tas d'innocents, ou que, etc., etc. La vérité, c'est que les historiens modernes se disent non, on s'en fout de toute façon. C'est pas comme si on pouvait en avoir la preuve. C'est pas le plus intéressant. Bon, le fait est que ces accusations soient extrêmement standards, c'est-à-dire c'est un peu tout le temps la même chose, ce genre les accusations. Ça les rend assez peu crédibles. Le fait est que il n'y a pas de preuve matérielle, donc que les aveux sont extorqués dans des conditions qui ont quand même choqué, y compris à l'époque où l'usage de la torture était admis. On estime qu'il y a eu des gens pour s'en indigner, même s'ils n'ont pas vraiment eu voix au chapitre. La défense qui est quand même sciemment sabotée, c'est-à-dire on va se défendre, mais on vous crame. Certes, légalement ça passe puisqu'ils sont relax, donc passibles de la peine, si on interprète ça comme relax, comme passible de la peine de mort, mais le timing en fait montre que très clairement la vérité n'était pas vraiment l'objectif recherché. Là encore, on peut se dire qu'il peut y avoir, allez savoir ce que Philippe le Bel pensait vraiment ou pas, mais il était évident, par exemple, que Clément V n'y croit absolument pas. Ce qu'il veut, lui, c'est sauver les meubles, c'est sauver son autorité, c'est sacrifier l'ordre, parce qu'il a bien compris que l'ordre n'est pas sauvable, parce que, telle la femme de César, un ordre un ordre religieux comme celui des Templiers ne doit pas être soupçonné. Vous connaissez l'histoire de la femme de César? Ça me dit rien personnellement. Ah bah, la femme de César était accusée d'adultère, c'était faux. César, le Julius Caius Euh, Jules, Caesar. Jules César, et en fait, sa femme était accusée d'adultère, une de ses femmes était jugée d'adultère. C'était faux, mais il a quand même divorcé. Et quand ses amis lui demandent pourquoi, il répond la femme de César ne doit pas être soupçonnée. C'est tout simplement que le soupçon c'est déjà trop. Là, en l'occurrence, la réputation du temple est tellement de l'ordre du temple, je vais y arriver, est tellement compromise que de toute façon, sa dissolution est inévitable. Lui, ce qu'il veut, c'est si possible de limiter le massacre, de conserver au moins en apparence le contrôle de la situation. Le déroulement de la procédure se fait en son nom. C'est la justice, ce sont des commissions apostoliques qui font le travail, etc. Mais très clairement, l'ordre du temple est sacrifié à des intérêts, et la question de savoir s'ils avaient, en fait, dans l'absolu, si on fait un raisonnement par l'absurde, vous avez donc 15 000 personnes à peu près, plusieurs milliers de gens répartis dans toute l'Europe. Il n'y en a pas forcément, vous allez en trouver des gens qui n'ont pas un mode de vie exemplaire. C'est quand même très dur d'avoir une vie de célibat, de vivre chichement, même si l'ordre est riche, les gens ils sont pas censés posséder de posséder grand chose. C'est pas qu'ils sont complètement pauvres, parce que comme ce sont ne serait-ce que des militaires, pour les chevaliers en tout cas, ils doivent être équipés, et cet équipement il coûte cher. Donc matériellement, ils sont pas dans le dénuement, faut pas. Mais faire
faire respecter la règle. Et c'est très compliqué. C'est pour ça que de temps en temps, il y a un règlement qui prévoit de virer les brebis galeuses. C'est parce qu'il faut réformer l'ordre. D'ailleurs, il y avait l'idée de réformer était dans l'air. Ce n'est donc ça en soi qui ait pu avoir des brebis galeuses. En fait, ça, les tendances, ce serait qu'il n'y en ait pas du tout. Mais très clairement que c'était qu'ils étaient complètement satanistes ou qu'ils auraient adopté des coutumes complètement étrangères à, à la doctrine de l'Église, ça paraît un peu gros. Finalement, en fait, si tu regardes dans les témoins, les commentateurs de l'époque, personne n'y croit. Du coup, avec tout ça, vu que c'était pas super crédible, ce genre de choses, et qu'il n'y avait pas trop de raisons, est-ce que cette histoire de trésor des Templiers qu'on nous rabâche périodiquement, est-ce qu'il y en avait vraiment un ou on sait pas? En fait, le trésor, il est partout et nulle part. C'est que Il est en en chacun fait, de nous. non, le trésor, c'est la terre, la richesse de l'époque. Faut quand même. Là, on va en profiter pour parler un peu de la. Il faut se guérir des imageries de l'heroic fantasy, y compris la plus noble. Si tu voulais un trésor comme celui qui représentait le dragon Smaug dans le Bilbo le Hobbit, c'est probablement plus d'or qui n'en a jamais extrait et qui en a été extrait, qui existe sous forme raffinée ou qui n'en sera plus tard extrait de l'écorce terrestre. Ah, donc Picsou est un mensonge, c'est impossible? Je pense, limite, ou alors ce serait exactement, je pense qu'il y avait un 20 mètres cubes de tout l'or du monde, c'est 20 mètres cubes. C'est peu quand même. Ah oui, non, mais l'or, c'est rare, c'est précieux pour ça. Si on fait, j'avais lu, moi, quand je lisais les ouvrages de Brodel dans Méditerranée, il estimait que à la veille, donc à une époque postérieure, à la veille de l'exploitation de l'or du Nouveau Monde, donc dans l'Europe du début fin 14e, début 15e siècle, non, 15e, fin 15e siècle, début 16e siècle, alors que des mines ont été lourdement et très fortement exploitées en Europe, les mines d'argent de Bohême, d'Autriche, etc., qui ont fait la fortune des fugueurs, alors que il y a le commerce de l'or avec la poudre d'or qui est du Soudan, etc. On estime le stock de métaux précieux à 2000 tonnes d'or, 20 000 tonnes d'argent. C'est plutôt correct tout de même. C'est peu pour irriguer un continent tout entier. Oui, à l'échelle Non, d'un continent, ouais. non, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on imagine un trésor machin, c'est en fait plus d'or qu'il en faudrait pour. Je vais prendre un exemple aussi qui est pour ceux qui connaissent l'œuvre de Terry Pratchett, qui est de la science-fiction, de l'heroic fantasy parodique. Il Donc le s'est disque amusé monde, donc. ouais, le disque monde. Dans le premier livre, en fait, il y a un touriste qui vient d'un pays qui est très clairement un empire magique de high fantasy, un peu, un peu chinois, un peu inspiré de la Chine, qui se balade donc dans la ville d'Ankh-Morpork, qui est plutôt une ville de low fantasy ou de gritty fantasy, qui est plus. Bon, il y a pas mal de trucs délirants, mais C'est ce qui, Londres, c'est dégueulasse, c'est la mort voilà, cette ville, quoi. c'est une ville un peu, mais qui est un peu plus proche de la réalité d'une ville, d'une ville, si tu veux, d'une vraie ville, d'une métropole médiévale. Et pour payer sa table à l'auberge, il sort une pièce d'or comme ils aiment en faire dans l'Heroic Fantasy, c'est-à-dire un machin gros comme une pièce gros comme un Krugerrand, une pièce lingot de 30 grammes d'or pur. Et évidemment, il provoque une émeute parce que il y a de quoi. C'est pas, il peut non seulement acheter toute l'auberge, mais tout le cas, même une bonne partie de la ville, quoi. Et ouais, Un donc peu de réalisme dans c'est pas ce monde.
le réalisme n'était pas vraiment l'objectif de Pratchett, mais c'était pour montrer en fait que le côté un peu absurde des clichés de l'heroic fantasy où tu vois des mecs, ouais, j'ai ça, il faut payer 800 pièces d'or, donc ah oui, donc ça fait, tu sais combien ça fait en poids, voilà. Donc en fait, si pour que l'ordre fonctionne, il faut que chaque commanderie ait son propre, fonctionne en autonomie. Donc ce sont des commanderies autonomes qui génèrent des revenus. Donc, les revenus sont souvent en nature, c'est parfaitement admis, parce que du métal, il n'y en a jamais assez, en fait. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à fabriquer des monnaies en plomb, De en mauvais. l'électrum. Non, non, pas en électrum, mais en billon. C'est avec quasiment pas d'argent, ce qu'on appelle des pieds qui noircissent très vite, c'est la menu monnaie que tout le monde utilise au quotidien, y compris même du roi aux paysans, parce que l'or est En pénurie. en pénurie, l'or et l'argent sont constamment en pénurie, surtout quand les échanges à cette début du XIVe siècle ont atteint un certain niveau et en fait, c'est pour ça qu'il y a on utilise les écrits, des, des moyens écrits, c'est-à-dire les billets à ordre, les lettres de change, etc., les effets de commerce, tout simplement pour des raisons pratiques. Il faut arrêter avec le côté de présenter les hommes du Moyen Âge comme des espèces de brutes débiles qui sont incapables de résoudre les problèmes les plus simples. C'est pas parce qu'ils voient la fin du monde à tous les coins à tous les coins de la rue parce qu'ils pensent qu'elle est pour bientôt. Donc ils ont une pensée eschatologique qui vont pas avoir une façon très très pratique ils ne peuvent pas faire preuve de très très pratique pour résoudre des problèmes concrets. Comment faire pour assurer les transactions d'un point A à un point B sans risquer que l'argent se perde, soit volé ou simplement pour rendre ce voyage le moins compliqué possible, parce que se déplacer, c'est un projet à l'époque. C'est toujours une affaire délicate et compliquée, de se déplacer ou de transporter quoi que ce soit. Donc, ces effets de papier qui ont permis à l'ordre de fonctionner, de prendre cette taille gigantesque, sont tout à fait connus et admis. Et le trésor, c'est l'indemnité que les hospitaliers ont. C'est déjà tout ce qu'ils ont pu ramasser quand ça a été saisi. Et les 200 000 livres tournois qu'ils ont donnés que les hospitaliers ont remis à Philippe le Bel. Au Ça, final, c'était une c'est. bonne opération, tout bénef pour Philippe IV. Ah bah oui, c'est l'opération parce que c'est un contre-pouvoir qui lui faisait ombrage a été complètement écrasé sans que ça suscite une forte opposition. C'est un roulé. On peut dire que sur l'échelle, je vais m'amuser, je vais faire sur une échelle de 7 de Richter de la fourberie, on est quand même pas loin du 6, voire du 6,5, parce que critiquer l'ordre, soupçonner l'ordre, oui, étendre sa souveraineté, c'est le programme des monarchies de l'époque. Mais le procédé a été jugé comme perfide et comme extrêmement violent. Ça a choqué. Donc oui, c'est une fourberie, c'est un peu un exemple archétypal de la violence d'État. Mais il ne faut pas non plus oublier sortir les protagonistes de leur jus historique. Ce sont des hommes de leur temps, ni plus ni moins. Bien, vu qu'on a eu au final la réponse sur est-ce que c'était fourbe et tout ça, je propose qu'on prenne quelques questions qui ont été posées par le public tout au long du live et essayer d'y répondre brièvement. Du coup, peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail que ce qui a été fait pour celle-ci, de Kay Marcus, qui demande
quels étaient, juste avant l'affaire des Templiers, l'état des relations entre le roi de France et la papauté. Donc j'imagine avant toutes les affaires avec Guillaume de Nogaret et Benoît VII. Et Benoît VIII, Et Benoît VIII. il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait aucun... Je ne sais pas s'il n'y avait rien à signaler, puisque... alors, il faut savoir que le premier affrontement entre lui et Benoît VIII commence en 1296, parce que Philippe le Bel veut imposer une taxe au clergé, une décine. Ce qui Novateur. provoque Boniface VIII le prend donc condamne cette décision par une bulle et l'affaire, on va dire, l'affaire se tasse parce que Boniface a de gros problèmes. En fait, il est en fait un peu en état de siège à Rome parce que Rome est en proie à une anarchie, il dépasse, c'est pas une ville sûre pour lui, donc on va dire que lui il est italien pour le coup, donc romain d'une famille du Latium, donc en fait donc il est obligé de lâcher du lest. Il a concédé qu'en fait l'Église par contre était encouragée autorisée à faire des dons gratuits à faire des dons à la couronne, etc. Le deuxième coup de semonce, ça a été l'affaire qui a opposé l'évêque de Pamiers et Philippe le Bel. L'évêque de Pamiers, alors Pamiers, c'est une ville qui est très très au sud du royaume, donc dans l'ancien pays canard, et c'est un évêque qui a été soupçonné d'avoir été de mauvais conseils pour certains grands féodaux du sud, où s'est incité il a été accusé de trahison puisqu'il il aurait incité, prêché pour que les nobles locaux se délient de leur serment. Donc lui, il a attrapé donc l'évêque de Pamiers, à qui on doit la citation qui est entrée dans le roman national à propos de Philippe le Bel, ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue. Je résume. Est arrêté, jugé avec les mêmes procédés de mise en accusation pour hérésie. Là-dessus, c'est donc Boniface réagit violemment parce que c'est un homme d'église et qu'il n'y a que lui qui doit pouvoir le juger. Donc, il propose aussi de le convoquer, qu'il s'explique, etc. Et là, l'affaire s'envenime parce que Philippe le Bel ne cède pas et ça se termine en échange d'accusations, etc. Il faut savoir à un moment où l'affaire d'Anani commence, où il était en train de rédiger une bulle de communication à l'égard de Philippe le Bel. Donc l'opération, non, ça a escaladé assez vite. Hein. Mais avant, il n'y a pas grand-chose à signaler parce que il n'a pas. C'est lorsqu'il a commencé à empiéter sur les prérogatives du pape que la situation s'est envenimée. Alors, est-ce qu'on serait pas sur le roi de France qui a eu les pires relations, ou les relations du moins les plus agitées avec la papauté? Alors, Quand même. les relations sont souvent agitées. Il faut savoir que Philippe Auguste, par exemple, lui, a été maille à partir avec Innocent III parce que pour des affaires de divorce, il Oui, voulait sa pauvre annuler son femme. mariage pour en remarier une autre. Innocent III a refusé et il y a eu l'interdit sur le royaume, ce qui est quand même assez grave. L'interdit, ça veut dire qu'en gros, interdiction de donner la messe et de donner les sacrements. Donc c'est une mesure extrêmement. C'est un cran au-dessus, je crois, un cran en dessous de l'excommunication. Mais là, on voit que ça, c'est Philippe Auguste qui est sur la défensive, on va dire. Donc le rapport de Oui. force n'est pas exactement le même. Donc pardon, que des rois de France, il y a eu des problèmes, de graves ennuis avec des papes, il y en a eu, mais en général, il cède. Là, non seulement il n'a pas cédé, mais en plus, il a gagné. Et c'est lui qui a été Ensuite, agressif en plus. oui, c'est une. Bah, en fait, il y a aussi Boniface VIII avait putain, je perds mon latin, affirmé hautement ses prérogatives
sur sa prééminence sur les monarchies temporelles, comme quoi il était leur suzerain, etc. Donc il avait aussi mis les pieds dans le plat. Quant à l'après, on va dire que de toute façon, toute la période avignonnaise, les papes font assez profil bas, d'autant plus que la papauté est très fragilisée parce qu'il y a eu pas mal d'antipapes, il y en avait déjà eu avant, mais c'est une période dont elle aura beaucoup de mal à se remettre, la Ah, papauté. c'est le début de la fin pour les ambitions Ah, c'est la fin de la totale papauté. des ambitions comme des ambitions théocratiques de la papauté. Là, c'est fini. Hmm. On peut dire En, merci Philippe le Bel. Hein. en tout cas, et après, on entre dans la période moderne, donc on va sortir du Moyen Âge, et après la guerre de 100 ans, là, on entre dans une autre période, les enjeux sont plus tous les mêmes, et ça sert pas trop, ça On s'éloigne paraît un peu difficile. trop du propos. Et puis ça me paraît difficile de faire des comparaisons, si vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est de mettre en relation les déboires de Philippe Auguste et ce qui s'est passé avec Philippe le Bel. Il y a 100 ans qui les séparent. Hein. Ouais, ça me permet de relativiser Euh, un peu. c'est donc Innocent III, c'est le pape qui va mettre en application tenter de mettre en application le volet poétique de la réforme grégorienne, donc la suzeraineté du pape sur les, sur les rois et sur les monarques, et on voit que ça en fait ça a duré, ça a été un sujet que pendant 100 ans, ce qui est quand même très peu. Ce qui est bien avec aussi fascinant avec les hommes du Moyen Âge, comme ils croient à la fin du monde, comme ils ont une vision eschatologique, ils ont tendance à idéaliser et à préférer ce qui est périn à ce qui est nouveau. Ils ne sont pas très ouverts aux nouveautés, aux changements, parce que c'est le mal du siècle, tout change, rien ne tient debout, etc. C'est la différence entre la cité céleste et la cité terrestre. On préfère les bonnes Euh, vieilles méthodes bien éprouvées. voilà, l'intangible, l'intemporel, pardon. Le problème, enfin, non, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'en fait, comme ils nous ont légué cette vision qu'ils avaient du monde, on a tendance à voir le Moyen Âge avec nos préjugés modernes, et à le voir comme un truc où il se passe pas grand chose en fait, et où tout est très fixe, par quelques grands événements comme la guerre de 100 ans, etc., les croisades. Mais en réalité, tout change énormément pendant le Moyen Âge. Rien que le Moyen Âge central, c'est-à-dire des débuts de l'âge roman fin, la mi-14e siècle, le démarrage de la peste noire, le démarrage de la guerre de 100 ans, le monde en est complètement bouleversé. Le rapport de force entre les différentes institutions sont plus les mêmes. C'est une période qui est extrêmement dynamique, en fait. Ah oui, on se méprend souvent sur le Moyen Âge. Et du coup, on a aussi une autre question de Séphiracis qui demande que penser du mythe des Templiers? Pourquoi perdure-t-il? Alors, c'est parce que, alors le mythe des Templiers, d'une part, l'affaire a été a choqué, donc passer d'une institution pan-européenne aussi immense et aussi emblématique, ça, les Templiers étaient absolument partout, si vous voyez. Donc, comme ils faisaient vraiment partie du paysage, et d'un coup, paf, en quelques années, plus rien. Et sur des sans que donc ça c'est déjà ça marque. Ensuite, le mythe des Templiers. Il y a aussi, et là ça va me permettre de revenir sur la figure de Jacques de Molay, qui en fait pendant longtemps a été présenté soit comme un gentil couillon qui n'a rien compris à ce qui lui est arrivé, une pauvre victime. En fait, il y a un historien français, Philippe Josserand, un jeune historien, qui a sorti une biographie de Jacques de Molay, qui s'appelle Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, édition Belles Lettres 2019, où il réhabilite beaucoup son rôle dans l'affaire. Donc en fait, c'est quelqu'un qui même se trouve très 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 rapidement dans une situation atroce, mais qui a réussi en fait, si ça a duré aussi longtemps, c'est aussi grâce à lui. Euh, Parce qu'il a, en exigeant de rencontrer le pape, ce qu'il n'a jamais obtenu, mais d'être jugé
par la justice ecclésiastique, donc en refusant donc le coup de force, donc de se plier au coup de force de la de la monarchie. Il il a il a réussi, il a fait en sorte que le procès marque. C'est-à-dire s'il avait plié tout de suite, déjà on se serait probablement pas souvenu de lui et dans la mémoire collective et ça aurait laissé moins de traces les Templiers. Il y a aussi c'est sa fin, c'est surtout quand il comprend qu'il a tout perdu, qu'il ne sera pas innocenté, qu'il ne sera même pas libéré, que c'est rien du tout. Donc lui et son compagnon et un de ses compagnons d'infortune vont refuser donc publiquement clamer leur innocence, ce qui va les condamner à mort. Cette fin, est-ce qu'on dira qu'ils ont fait preuve de panache pour donc ils n'ont pas raté leur sortie si tu veux. Ça, il y a eu leur attitude sur le bûcher a forcé l'admiration. Ça a créé la légende. Donc la légende de la malédiction qui n'a jamais prononcé. Ça a créé, c'est cette façon. S'il avait dit, si c'était soumis à la décision papale, on en aurait peut-être plus entendu parler, sauf juste les historiens professionnels. C'est plutôt amusant parce que quand on sait que justement, comme tu l'as évoqué, Philippe IV le Bel a fait lui-même des opérations de communication, c'était un fan, on va dire, de propagande, et eux-mêmes, les Templiers, ont réussi à faire de la bonne communication pour ne pas se faire oublier à leur époque, mais aussi dans le temps. Bah, non, je ne sais pas si les Templiers dans leur ensemble, mais Jacques de Enfin, Molay au moins Jacques de Molay, oui. en refusant en allant au bûcher, parce qu'il aurait très bien pu y échapper s'il avait plié. Il s'est offert une place dans la grande histoire, assurer une place dans la grande histoire. Ça, c'est très clair. Bien, en termes de questions, on a écrémé les plus pertinentes, on va dire, ou qui n'ont pas déjà été répondues au cours de l'émission. Je te propose de conclure sur quelques petites recommandations bibliographiques ou autres, ou même cinématographiques, si tu en as. Ça peut toujours être utile. Alors, cinématographique, pas vraiment. Je pense que justement, parce que bon, le problème du cinéma, c'est quand même quand les films sont bons, ils sont encore plus dangereux que les mauvais, parce que ils impriment davantage. Donc, forcément, un film va tricher. Par exemple, et va raconter des bêtises. Parce que il y a trop, l'histoire, c'est très compliqué, tout ça. Il y a plein de personnages dans tous les sens. On ne sait pas trop ce qu'ils disent. Parfois, ils disent deux fois la même chose. Donc, quand tu prends un film, en général, tu limites le nombre de protagonistes, quitte à fusionner, on va dire. Est-ce qu'on peut Donc, recommander l'Assassin's Creed? C'est ça la grande question. non, j'avoue, j'ai jamais accroché aux Assassin's Creed à titre personnel. Mais pour les historiens, dans les historiens, il y a Malcolm Barber qui est un Britannique qui est spécialiste mondialement reconnu de l'ordre du Temple. Alain Grousset qui est un historien français qui est spécialiste des ordres religieux militaires au Moyen Âge. Et son ouvrage Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, ça se trouve est considéré comme le bon point de départ en fait pour se faire une culture sur le sujet. Et c'est un classique qu'on trouve au Point Histoire, collection Point Histoire du Seuil. Donc ça se trouve ça se trouve ou ça s'emprunte à peu près n'importe où et pas forcément à un prix abordable et pas forcément neuf. Donc, ouais, c'est les points histoire, quoi. C'est très facile de se procurer. Donc, pas la peine de se ruiner. Sinon, pour la jeune garde, oui, parce que pour ça, ce sont les Les historiens assez classiques. âgés. La nouvelle génération, vous avez Julien Thierry, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il anime, en plus d'être un historien, et auteur de nombreux articles, c'est l'animateur d'une émission sur le média qui s'appelle La Grande Hache. Et il a fait deux émissions consacrées aux Templiers.
De la croisade au procès d'État avec notamment, il interviewe notamment Alain de Murger, oui. Alain Demurger et Simonetta Serini. Et est-ce que j'ai pas confondu Alain Grousset et Alain Demurger? Là, j'ai comme un doute. À Je pense que Grousset, il me semble, quelqu'un qui a écrit une série de livres sur les croisades qui divisent un peu les gens. mince, ah zut, Mais Alain oubliez de ce que je viens de Murger est dire. effectivement un spécialiste des croisades, si ma mémoire est bonne. Non, là, aïe, 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 mea culpa, carton rouge, j'ai confondu les Alain. Non, 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 c'est Alain, l'auteur du livre dont je vous parle, c'est Alain Demurger. Oula. Donc, disons que c'est une émission tout à fait classique sur l'histoire des croisades, et c'est à 1h30, c'est très bien. Euh, alors, et en revenant sur Gilles de Losran, bah, l'ouvrage dont je vous ai parlé, il l'a présenté dans La Grande Hache. Alors, le titre un peu surprenant s'appelle Jacques de Molay et les Templiers du Moyen-Âge à la fachosphère. Ah Parce qu'en oui, fait, le propos de l'émission, c'est de voir la mythologie des Templiers, en fait, des boucs émissaires. dans la figure à travers l'histoire, donc jusqu'au mytho sur les Templiers, etc. Mais la première demi-heure est très bien parce qu'il présente l'ouvrage, donc c'est intéressant. Son ouvrage sur Jacques de Molay. Donc, et que voit que c'était un personnage tout à fait très bien introduit, très informé très très bien informé, et donc pas du tout le premier venu en fait, comme il a parfois été présenté. On ne devient pas grand maître du plus grand ordre d'Occident par hasard. Oui, alors c'est pas un grand aristocrate, hein, c'est un chevalier d'extraction assez modeste. Oui, mais même, Euh, ça reste quand même. C'est pas un poste qu'on donne à n'importe qui. Oui, Quelqu'un mais qui en a de la fait, valeur. c'est pas un type qui a été parachuté parce qu'il est prince de je ne sais quoi. En fait, c'est vraiment, c'est un procès. Son élection est due à un processus complètement interne à l'ordre du Temple. Contrairement à certaines institutions où très clairement, c'était certains dirigeants représentent les intérêts de leur dynastie. Mais là, en l'occurrence, non. C'est un pur produit de l'ordre. Voilà, donc et c'est évidemment pas du tout exhaustif. Il y a plein de, c'est un sujet qui est assez débattu. J'attire aussi votre attention sur quelque chose qui est très intéressant. Si vous voulez lire des articles, acheter des livres en ligne et de toute façon tout à fait légitime, il y a le site academia.edu. Vous pouvez, en vous abonnant, vous pouvez lire des articles qui seraient autrement physiquement à devoir publier dans des recueils. Donc là, vous pouvez, en sélectionnant, lire, par exemple, j'ai lu en lisant un article de Terry de 8 pages qui était très instructif, sans avoir à emprunter un livre d'aller à la bibliothèque et d'en emprunter un livre de 500 pages. Voilà, c'est très pratique pour moi. Toujours appréciable. Mmh. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, dans ce cas, il est temps de conclure. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents ce soir. Et je vous rappelle que dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique. Donc n'hésitez pas à soutenir la zone libre en vous abonnant à ces réseaux et à partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à une prochaine fois. Bonne soirée Sébastien. Bonne soirée. Allez, au revoir.